Merci à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans notre émission Avis de la diaspora. Nous parlons avec des patriotes togolais sur l'état, le bilan que nous faisons à la diaspora. Ils sont tous à la diaspora. Monsieur Tchérélou Lawson Yamassadi, réformé, économiste, leader panafricain, et leader togolais résident au Canada. Nous avons le privilège de recevoir monsieur Yemi de Souza, intellectuel aux États-Unis. Merci, enseignant-chercheur en économie et géostratégie. Et nous avons depuis la Belgique monsieur Amedodi Kokou qui est aussi avec nous par duplex. Merci à tous et à chacun de vos chers amis. La ligne est ouverte à vous pour contribuer vous aussi à ce débat de ce jour sur le +1 319 462 89 119. Tout à l'heure, je donnais la parole à monsieur Yemi de Souza qui pouvait terminer en 1 minute ce qu'il disait. Je vous demandais une fois, monsieur Yemi de Souza, si son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, le président de la République togolaise, vous sollicite pour travailler avec lui pour le développement de notre Togo, vous n'accepteriez pas? Je n'accepterai pas. Tout d'abord, je rappelle qu'il n'est pas indispensable. Et personnellement, je suis un militariste. Je pense que pour faire sortir l'Afrique de la situation dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui, on doit s'appuyer sur nos armées. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut un gouvernement peut-être présidé. Présidé, quand je dis présidé, je ne suis pas partisan du présidentialisme, je précise d'emblée. Un gouvernement présidé par les personnalités de l'armée, c'est-à-dire l'institution militaire. Parce que moi, je fais le tour des faits historiques. Les meilleurs résultats que les peuples ont connus ont été portés par des militaires. Je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, ils ont connu ce qu'on a appelé le pré-développement avec Eisenhower, qui a mis en place le système d'interstate, qui connectait les villes, les États entre eux. Ça boostait l'économie, ça a créé la prospérité partagée aux États-Unis. C'était militaire, Eisenhower. On a compris votre position. Monsieur Tchérélou Lawson Yamassadi Refoumé, vous parlez de démobilisation, on va revenir sur ça en 1 minute très rapidement. Aujourd'hui, on constate le refus des jeunes, comme nous par exemple, à rentrer en politique ou à débattre des faits sociaux ou carrément à changer de nom sur les réseaux sociaux de peur qu'on soit arrêté et autres. Vous, à la place de M. Yemi de Souza, si le président de la République togolaise vous sollicite à faire avancer le Togo et à contribuer pour le développement de notre pays, le Togo, que direz-vous? Fondamentalement, que ma réponse sera absolument un non catégorique. Parce que il faut partir sur des paradigmes sains, vous voyez, et M. Faure Gnassingbé n'est pas du tout légitime. Il a pris le pouvoir, quadruple coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, mais coup d'État électoral qui a amené plus de 2000 Togolais qui ont été massacrés. Et donc, ce crime est couvert d'impunité et qui fait en sorte que ceux qui ont commis ces crimes ont été récompensés de leurs crimes. Ça l'a amené à accumuler du bien matériel. Et ils sont en train de narguer le peuple togolais. Alors, si ce personnage m'appelle pour venir travailler avec lui pour le développement du Togo, eh bien, vous voyez que les bases sont faussées fondamentalement. Vous voyez? Et donc, ma réponse sera absolument non catégorique. Ce que je lui demanderais, c'est plutôt de laisser le pouvoir, de permettre l'alternance et que, eh bien, il y ait un gouvernement, n'est-ce pas, qui a une vision, une réelle vision pour le Togo. Il y a de ces Togolais très intelligents, formés, expérimentés, qui font des choses extraordinaires. Ces personnes-là pourraient justement permettre à ce que le Togo émerge. Et comme ça, tous les Togolais vont en profiter quelque part, notamment lui-même, puisque après 20 ans de gestion chaotique du pouvoir, le résultat est complètement alarmant. La dette du Togo est plus de 4 000 milliards. Les Togolais la majorité des Togolais vivent au seuil de la pauvreté. Les conditions de vie sont absolument exécrables. Je vais revenir, je vais avoir par exemple l'avis de M. Amedodi pour aborder la seconde partie proprement dite. Je vais vous redonner la parole tout de suite.
Avant ça, Je m'excuse, permettez-moi de terminer sur monsieur la question de la Tchehelo, je vais démobilisation. vous redonner la parole tout de suite. Alors, monsieur Amedodi, je voudrais avoir votre avis sur la question. Même question à vous. Monsieur Ma Amedodi, réponse est simple. allez-y. Oui, ma réponse est simple. Je ne suis pas à la recherche d'un job dans le gouvernement C'est togolais. le Togo qui vous appelle, monsieur Et, Amedodi. et je pense que, sincèrement, malheureusement, Ford n'a pas de collaborateurs. Il a des courtisans. Si Ford veut des courtisans, c'est pas dans mon camp, c'est pas chez moi qu'il va le chercher. Ford, il sait pertinemment ce qu'il faut pour débloquer la situation. La première des choses, c'est qu'il doit reconnaître son incapacité à gouverner le Togo dans la justice et dans la paix. Donc, son départ serait le premier point de départ pour que le Togo reprenne un envol digne de ce nom. Donc, je pense que, sincèrement, collaborer avec un régime dont on connaît les résultats après 20 ans de règne, comme collaborateur, je vous dis, c'est pas chez moi. Ford n'a pas de collaborateur. Je dis Merci. ça à l'endroit des ministres. Je dis ça à l'endroit des ministres et j'en termine par là. J'en termine par là. Juste pour dire, actuellement, le gouvernement togolais compte le plus grand nombre de femmes ministres, ok, en Afrique. D'accord? Que font ces femmes-là? Ils sont pertinemment au courant de ce que endurent les personnes féminines dans leur foyer. Donc, c'est dans ça que Ford va inviter des gens comme nous qui voulons travailler pour l'intérêt général. Non. Moi, la politique merci n'est pas monsieur un moyen Amedodi. pour se remplir les poches pour moi. Je promets redonner les minutes que j'ai coupées sur les minutes de monsieur Yemi de Souza, lui redonner, puisqu'on m'a demandé, c'est la rédaction qui me fait un message de redonner donc les minutes de monsieur Yemi de Souza que je promets redonner. Alors, le Conseil des ministres a adopté jeudi dernier un décret relatif au réaménagement du calendrier électoral, incluant donc le report des élections sénatoriales prévues pour février 2025. Première question pour monsieur Tchehelo Lossol Nyamasadi Refoume. On commence les 3 minutes dès l'entente de cette seconde partie. Votre réaction sur le report des élections sénatoriales, monsieur Tchehelo? Ben, je suis vraiment désolé. Je préfère répondre à la question de la démobilisation que je n'ai pas pu terminer. Sur la question de la démobilisation, en effet, après 30 ans de lutte, fait de violence, fait de blessés, de prisonniers, tous les, je dirais, les moments, je dirais, de violence que le peuple togolais a subi, c'est tout à fait naturel quand, en tant qu'être humain, face à la mort, on développe des réflexes. Vous voyez? Et les Togolais ont développé, face à la violence que le régime de Gnassingbé a opposée depuis l'assassinat du président Sylvain Lucio, le premier assassinat de chef d'État après les indépendances, et qui a secoué, traumatisé les Togolais. Ensuite, le régime de terreur de Yadema, vous savez, le nombre de morts, et son fils est arrivé et continue par tuer jusqu'à présent. On compte plus de 10 000 morts, 2 millions de Togolais à l'extérieur, plus d'une centaine de prisonniers politiques, et les conditions exécrables de vie, n'est-ce pas, au niveau justement de la corruption dans le pays, mais aussi de la difficulté pour les Togolais à avoir un repas principal par jour. Donc, dans ce cadre-là, les Togolais, c'est tout à fait normal qu'ils développent des réflexes de protection. Et ces réflexes, c'est de fuir, ça fait que nous sommes 2 millions à l'extérieur, être téméraire, se retrouver en prison, et donc se voir assassiné ou subir les conditions cruelles, inhumaines, dégradantes, ou complètement rejoindre l'autre camp. Donc on a vu d'autres Togolais franchir la ligne, ou complètement se résigner. Il y a eu une forme de résignation collective, tout simplement. Donc c'est l'effet de la peur. Il reste des Togolais sur le terrain, il faut les saluer, qui continuent pas à porter le combat de façon héroïque, parmi lesquels les leaders de partis politiques, Jean-Pierre Favre et son équipe,
Maître Apévon et son équipe. En tout cas, il y a certaines personnes quand même qui continuent à porter le combat. Au niveau de la société civile, le professeur Dossel et son équipe. Bref, il y a des gens quand même qui continuent, malgré la terreur, malgré les conditions exécrables, à porter le combat. Donc, de notre point de vue, il nous semble que la question de la terreur ou de l'intériorisation de la terreur au niveau des Togolais, que ce soit au niveau de la diaspora ou à l'intérieur du Togo, mérite d'être adressée de façon à ce que nous puissions renverser la vapeur pour que la peur change de camp. Et ça, nous pensons fondamentalement qu'il faut penser, c'est ce que Pyramide a essayé de théoriser depuis plus de 2 ans, à travers un triptyque que nous appelons changement de paradigme en termes de résistance citoyenne qui passe par la rupture. Il faut que dans toute notre démarche, nous puissions aller vers la rupture. On ne peut plus continuer par se soumettre à cette dictature et à ces lois scélérates. Donc la question de la rupture est un éventail, mais il faut absolument qu'on puisse l'intégrer. Le deuxième élément, c'est la pensée rebelle. On ne peut plus continuer par accepter justement le dictat de Faure Gnassingbé, notamment le braquage constitutionnel et les lois qui se préparent. Vous avez évoqué la question sénatoriale et est-ce que le peuple togolais a validé ces nouvelles constitutions? Si le peuple togolais ne l'a pas validé, donc c'est la constitution votée par référendum en 92, c'est cette constitution qui est légitime et que le peuple togolais, de façon majoritairement, a voté et a adopté. C'est cette constitution qui doit prévaloir et qui, jusqu'à preuve du contraire. Donc, la volonté de Faure Gnassingbé de bridouiller les lois pour se maintenir ad vitam au pouvoir ne concerne que lui. Et donc, 2025 va être l'année de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. On ne peut le faire que par la pensée rebelle pour faire émerger, justement, l'État légitime, l'État souverain, l'État de droit qu'on a perdu en 1963 à travers l'assassinat d'Olympio. Et donc, en le disant, ça pose fondamentalement la question de la souveraineté et donc de la France-Afrique et de la lutte que nous devons faire aussi contre la France qui maintient ce régime-là parce qu'il n'a pas accepté que le Togo puisse, avec la volonté du président Sylvanus Olympio, d'avoir sa propre monnaie, d'assumer son indépendance, d'avoir sa propre monnaie, de disposer de son plan de développement sans accepter justement ces accords léonins qui ont comme un goulot d'étranglement et qui maintiennent les Africains dans une forme de piège, dans un piège, surtout les pays francophones jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui amène à cette révolution dans le Sahel aujourd'hui contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, le néocolonialisme avec ses instruments, que ce soit la monnaie, que ce soit les bases militaires, que ce soit justement la langue ou la culture française qui nous est imposée à travers une éducation d'aliénation. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Monsieur Tchirelou, beaucoup de téléspectateurs nous suivent de près. À travers le panafricanisme, qui est aussi un ancrage dans la lutte aujourd'hui du Togo. Monsieur Tchirelou. France-africaine. Merci. Monsieur Tchirelou, beaucoup de téléspectateurs nous suivent de très de près et compte le nombre de minutes que je vous donne. Je voudrais un peu qu'on revienne à la norme dont on avait parlé en début d'émission. Monsieur Amédodi, 3 minutes pour répondre à ma question concernant le report des élections sénatoriales au Togo. Réaction? Oui, en fait, ces élections avaient été annoncées pour le 2 février, repoussées au 15, je crois, donc 2 semaines d'écart. Je ne sais pas ce que ça va changer fondamentalement, mais principalement, pourquoi est-on pressé d'organiser ces élections sénatoriales? C'est parce que le Sénat est pris en ligne de compte pour la nomination du super chef d'État, dont le statut a été cousu ou taillé sur mesure pour Faure, parce que vous savez, en février prochain, février 2025, le mandat présidentiel de Faure prenant fin, il doit tout faire, mettre en œuvre pour que les ingrédients de la 5e République soient rajoutés à la sauce pour pouvoir poursuivre la direction du Togo à sa guise. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, même lorsqu'on parle de ce Sénat togolais, pour ceux qui l'ont peut-être oublié,
dans la Constitution qui a été charcutée à plusieurs reprises, de quoi il s'agit. Port seul a le droit de choisir le tiers des sénateurs. Les 2 tiers restants sont votés par les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, qui, au Togo, lorsque vous le prenez, représentent 80%, ou en tout cas 80% de ces conseillers-là émargent du parti présidentiel. Donc, je ne sais pas, le calcul est vite fait. Hein. Pour moi, c'est du non-sens. C'est-à-dire, ça ne va changer en rien, fondamentalement, dans le combat que mène plus de 80% de la population togolaise pour que les libertés fondamentales, pour que le principe de la gouvernance de l'État par les concitoyens soit remis en ligne. Je termine en disant que ce changement de la Constitution, avec tout ce qu'il implique comme restriction des libertés publiques, pénalise le Togo. On a parlé du MCC, Millennium Challenge Corporation, dont le Togo est aujourd'hui, après que le Togo ait travaillé pendant 10 ans, il se trouve même que dans le cabinet du chef de l'État, il y a une institution qui a été chargée tous les mois de se rendre aux États-Unis pour travailler à ce que le Togo soit éligible au MCC. Le Togo a été écarté à cette éligibilité parce que le Togo a changé de constitution et les Américains ont observé un retour, en tout cas du Togo, ou en tout cas un déni des valeurs qui devraient fonder une république digne de ce nom et des restrictions de liberté. Donc, ce dont vous nous parlez, nous avançons vers des jours difficiles. D'abord, et Thierry l'a dit tout à l'heure, le Togo est étranglé par une dette publique abyssale. Et deuxièmement, des aides publiques qui ont permis à certains États voisins, en l'occurrence le Bénin et le Ghana, de construire des infrastructures. Le Togo vient d'en être privé. Si ça, il faut être de l'opposition pour s'en émouvoir ou en être révolté, alors je dis, on n'est pas des partisans. Ok? Moi, j'aimerais bien qu'on soit... Non, il faudrait être des républicains, travailler pour le bonheur de son pays. J'aimerais répondre un tout petit peu en disant à mon ami Yemi de Souza que, dans mon entendement, soutenir les yeux fermés l'opposition reviendrait à dire que nous ne savons pas ce que nous faisons. D'accord? De toute l'opposition actuelle, une bonne partie a été créée de toutes pièces par le régime en place. Des gens qui l'accompagnent. Je sais les noms. D'accord? Donc, lorsqu'on parle, et pour terminer avec le problème de la mobilisation, les gens aujourd'hui sont mobilisés parce que le régime a fait en sorte qu'une bonne partie de cette opposition-là a échoué et il dit aux jeunes, si vous les suivez, vous allez échouer également. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle moi je dis, je ne suis aveuglement aucun leader de l'opposition. Merci. Monsieur Yemi de Souza, report des élections sénatoriales au Togo, réaction. Je vais revenir sur un autre angle concernant les élections, mais je voudrais avoir votre avis sur la question. Ok, il me semble que là aussi, on veut me faire de la déploration. On veut me faire du commentateur de plateau, des faits qui sont chargés de théories. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais parler des théories. Pourquoi on reporte des élections? On reporte des élections parce qu'on veut distraire, c'est tout. Ce n'est pas la première fois qu'au Togo, on a reporté des élections. Pour distraire, pour dire que, voyez-vous, nous avons la bonne foi d'amener l'opposition à participer à l'élection. Il me semble que mon compatriote Amédodi, M. Amédodi, a rappelé que 80% des conseillers qui sont chargés d'élire les sénateurs sont du camp du RPT Unir. Donc, si c'était même 51%, vous comprenez qu'il n'y a pas moyen pour qu'il y ait un sénateur qui ne soit pas du RPT Unir. Donc, c'est un non-événement. Okay. Mais je tiens quand même à préciser que je ne suis pas partisan de ceux qui disent qu'il ne faut pas participer aux élections. Pourquoi? Parce que
la participation aux élections, pour moi, sont des moments de politisation du peuple. Je n'entends rien de ça, si ce n'est, en tout cas, politiser le peuple. Puisque, en temps normal, quand il n'y a pas d'élection, on empêche les partis politiques d'agir, de faire leur activité. Il n'y a que les périodes d'élection qui permettent aux partis politiques et aussi parfois des financements venus de l'État qui permettent aux partis politiques d'aller à l'intérieur des terres, aller parler à la population. Donc, c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, personnellement, quand il y a élection, je dis il faut y participer, en ce sens que ça va permettre de politiser le peuple, de maintenir la flamme de la politisation du peuple. Voilà ce que je peux dire. Encore une fois, il s'agit d'un fait qui est chargé de théorie, le fait qu'il décide de changer la date et de modifier la date des élections, c'est tout distraire. Voilà. Monsieur Tcherelola Solnyamassadi Refoume, n'est-ce pas une chance que le gouvernement ou les organisateurs de ces élections donnent à l'opposition togolaise, ou carrément, puisque d'autres sur le terrain veulent boycotter, d'autres trouvent que 2025 sera une nouvelle ère, d'autres estiment aussi que ce sera une opportunité pour d'autres partis politiques de siéger en tant que sénateurs. Vous savez, c'est se moquer des Togolais quand on parle des sénateurs. En réalité, ce que nous disons, c'est que Faure Gnassingbé s'en aille. Ce qu'il propose, toute cette alchimie, ce braquage constitutionnel, il se croit plus intelligent, et après 4 élections où il n'a gagné aucune, il s'est maintenu par la force et la violence. La dernière élection est celle de 2020. On a vu les conditions dans lesquelles s'est imposé au peuple togolais par la violence. Il voit que un 5e mandat ne passerait pas dans un cas de la CEDEAO qui se cherche elle-même, après 50 ans d'échecs cuisants sur le plan politique, économique et sur le plan sécuritaire. Alors il faut trouver une vadrouille, il faut trouver un subterfuge pour blaguer tout le monde et voilà, et garder, comme le dit le Premier ministre malien, Maïga, il dribble tout le monde et puis il garde la balle, quoi. Et ça lui permet de maintenir ad vitam sur le Togo. Alors que le monsieur est incompétent, il a plongé le Togo dans une dette abyssale, il voyage tout le temps et il va dépenser l'argent du Togo dans des choses complètement farfelues. Par exemple, il est parti donner des milliards au président Macron pour la reconstruction de la cathédrale de Paris. Ça lui a valu d'être invité et d'être à la 3e place à côté de Zelensky et du président Trump. C'est comme ça qu'il gaspille l'argent du peuple togolais alors que les Togolais n'ont pas de soins de santé, n'ont pas d'école, n'ont pas d'eau potable et n'ont même pas la possibilité de faire un repas principal par jour. Alors il est dans les avions tout le temps et chaque fois dans un avion privé, comme si le Togo était sa propriété privée, il peut partir à tout moment, aller dépenser l'argent. C'est un milliardaire, un multimilliardaire, alors que les Togolais sont extrêmement pauvres. La seule solution aujourd'hui pour les Togolais, c'est de fuir le pays. Vous voyez? Et donc, quand vous comparez avec les pays environnants, que ce soit le Bénin ou le Ghana, c'est incroyable. Alors, c'est quoi ce régime kakistocratique qui n'a de vertu que de créer le chaos, le désordre, de créer le sous-développement, la souffrance pour l'ensemble de la population. Vous quittez Lomé, vous allez à l'intérieur du pays, c'est encore très grave. Vous voyez les conditions de vie de nos frères au nord, mais c'est tellement déplorable que vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse maintenir une population dans ces conditions. C'est tout simplement criminel. Et ces gens-là viennent nous blaguer aujourd'hui pour dire qu'ils veulent organiser des élections sénatoriales. Tout ce qu'on lui dit tout simplement, c'est de respecter la constitution que le peuple s'est donnée. Et cette constitution de 1992, que le seul camp, n'est-ce pas, qui s'est attaqué à cette opposition, à cette constitution, c'est son père d'abord, en faisant le tripatouillage de 2002, et ensuite lui-même, en une nuit, a changé la constitution 20 fois. Et en 2019,
encore, c'est son parti, c'est son groupe qui a encore changé cette constitution. Et voilà, en 2024, ils ont porté le coup de grâce. Et donc, le peuple togolais est vent debout. On ne peut pas lui arracher, n'est-ce pas, sa dignité et le cadre, n'est-ce pas, la matrice qui pose le vivre ensemble. Autrement, il n'y a pas de Togo. Il n'y a pas de Togo. C'est pas la loi que c'est donner un ensemble de personnes, de citoyens sur un territoire qui déterminent justement ce vivre ensemble. Et quand une personne, par la force, par la violence, par la corruption, par la menace et la terreur, se permet justement de jouir, n'est-ce pas, de fruits de l'ensemble de cette population et les méprise, eh bien, ça appelle à une révolte, une révolution par tous les moyens pour pouvoir mettre fin à ce régime. Donc, c'est un appel que moi je lance aux militaires togolais parce que eux aussi sont en train de souffrir. Leurs femmes souffrent, leurs enfants souffrent et quand ils sont à la retraite, ils ont des pitances minables. Mais c'est le moment que l'ensemble des citoyens togolais se retrouvent du nord au sud sans distinction pour poser fondamentalement la question du vivre ensemble et définir le cadre, n'est-ce pas, pour que tous les Togolais puissent vivre heureux en dignité et en droit sur le territoire togolais. C'est fondamental, c'est une question existentielle. Et donc, ça va se poser justement en 2025 et on appelle justement toutes les forces militaires, société civile, partis politiques à aller dans ces fondamentaux qui posent la question existentielle de notre État, l'État du Togo, que les pères de l'indépendance sont arrachés à travers une lutte épique et que la France, malheureusement, n'a pas accepté justement les conditions de cette indépendance, a préféré nous ramener, n'est-ce pas, dans une forme de prison à travers la famille Gnassingbé qui, depuis, maintient le Togo en une prison ancienne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut poser les vrais problèmes, les vrais diagnostics pour trouver une solution. Et donc, aujourd'hui, j'en appelle à cette révolte de l'ensemble des Togolais au Togo et dans la diaspora pour chasser définitivement fort. Et ça passe par la construction de rapports de force parce qu'il ne comprend que le langage de la violence. Et ce langage-là, il va falloir le lui tenir de façon systématique pour qu'il comprenne que personne n'a le monopole de la violence et qu'un pays, les Togolais sont plus forts que lui, plus forts que sa volonté, que ses femmes qui l'entourent et qui pensent que le Togo est une cuisine privée. Paix et amour sur le peuple togolais. Ne voulons pas de la violence au Togo. Alors, monsieur Amédodi, il y a une question qui coïncide véritablement avec ma question ici. Alors, à quoi ça sert de participer aux élections municipales si on boycotte aujourd'hui les élections sénatoriales, comme certains veulent le faire? En fait, je suis également de ceux qui pensent qu'il ne faut pas boycotter pour boycotter. Dans tout le système ou l'appareil démocratique, les élections municipales ou qu'on appelle locales sont les élections, en tout cas, permettent d'élire des gens qui sont le plus proches des personnes qui sont les plus proches de la population. Nous avons vu il y a, c'était en 99, les résultats des élections municipales au Togo. Cela a permis, en tout cas, aux partis autres que le RPT UNIR, de prendre la mairie de certaines villes. Les données sont là, les faits sont là. Les villes qui sont gouvernées, les villes qui sont dirigées par des citoyens consciencieux, c'est-à-dire ceux-là qui pensent qu'ils ont une obligation de résultat et qu'ils ont une obligation de redevabilité vis-à-vis de leur population, sont les mieux dirigés. Il y en a beaucoup que je ne peux pas me mettre à citer. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, que je ne peux pas me mettre à citer là. Donc, moi, je pense d'ailleurs qu'au lieu de se laisser divertir par les élections sénatoriales qui ont pour finalité de permettre à Faure Gnassingbé de devenir le préfet ad vitam aeternam du Togo, en tout cas en vidant le poste présidentiel de sa substance et en s'octroyant le titre du chef du gouvernement, qui dorénavant a coup,
au lieu de préparer cela ou bien de s'attendre à des choses, à des résultats par rapport à cela, il faudrait que les populations se mobilisent dès l'entame de l'année 2025 à faire en sorte que les résultats, la préparation, l'organisation et la surveillance des élections municipales de 2025 soient autrement que ce que les élections ont toujours été. Des pays nous ont donné l'exemple. On a vu que c'est par la mobilisation citoyenne que les dictateurs ont été poussés et forcés à la sortie. Nous pouvons encore au Togo, en réussissant à prendre les grandes villes du Togo, faire en sorte que la démocratie, à la base, puisse prospérer. Moi, j'appelle d'ailleurs mes concitoyens, les Togolais, à travailler à cela et à ne pas se laisser divertir par ce que Fort aimerait. Excusez-moi, je rappelle en passant que déjà, les députés togolais, donc la première chambre parlementaire, souffre par manque de moyens. À quoi bon mettre en place encore une seconde chambre qui va encore pâtir, qui sera démunie de moyens? Déjà, allez savoir s'il y a un local pour accueillir ces sénateurs. OK? Il faudrait qu'ils se réunissent. Même le cadre physique n'est pas conçu. Donc, c'est mettre la charrue devant le bœuf. On comprend que c'est une manœuvre politicienne qui permet à Fort d'essayer de mettre en route les modifications cosmétiques pour sa 5e République inventée de toutes pièces. Merci Monsieur Medodi. Très rapidement, on va recevoir un téléspectateur. Bonjour Monsieur Forson. Vous êtes en direct. Bonjour Moïse. Allez-y, vous avez 2 minutes. Ok, bonjour Moïse, bonjour à Thierry Goulosson, bonjour à Philippe Medodi et bonjour à Amy de Souza. Comment allez-vous? Je vous remercie de tout ce que vous apportez pour le Togo, ce que vous faites pour le Togo. Et je n'ai pas grand chose à vous dire que merci infiniment. Nous travaillons beaucoup, et donc ça que vous ne voyez pas, mais 2025 sera une année pour le Togo. Ça, je peux vous le garantir. Donc, n'ayez crainte, nous travaillons. Mais on a compris le système, maintenant, on travaille aussi. Donc, je vous remercie, je remercie l'émission, et puis bon, rendez-vous 2025. Voulez-vous dire que vous travaillez avec le président de la République pour le développement de notre Togo? Je lui demande seulement de prendre conscience que toute chose a une fin. Comme je l'ai dit, toute chose a une fin. L'oiseau qui vole descend pour manger à terre. L'oiseau qui vole descend pour manger à terre. Vous irez à l'ONU comme le prétendent d'autres, où l'invite les Togolais pour dire que pourquoi est-ce que vous à la diaspora vous ne faites que faire des débats sur les antennes à la diaspora ou sur les réseaux sociaux. Venez au Togo, on va faire ensemble et développer notre Togo. Vous savez, monsieur Moïse, et comme... Moi, je ne fais que répéter ce que les gens disent, en fait. Oui, mais vous savez, le Togo est en nous. Et je ne vais pas rentrer dans les débats mysticaux. Le Togo est en nous. Et chaque fois que nous nous levons le matin ou même travailler, faire autre chose, notre corps bat pour le Togo. Et on ne peut pas se passer du Togo. Donc, nos compteurs ombilicaux sont enterrés au Togo. Vous voyez? Donc, on a un lien indéfectible, indéniable. Maintenant, que les gens disent qu'on a peur ou quoi que ce soit, nous avons, chacun d'entre nous, comme Dieu est loup, tous ceux que vous voyez sur le plateau travaillent et font de leur mieux. Même le fait de faire du débat et d'ouvrir les yeux à d'autres personnes est une force. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de prendre la parole et de dire des choses qu'eux sont en train de dire. C'est facile de critiquer. C'est facile de critiquer. Maintenant, ce que nous disons tous, c'est du bon sens.
un régime après le père, le fils, tripatouilleur de constitution, à un moment donné, il faut frapper fort. Merci. D'accord? Merci. Donc, merci, ça, monsieur sur tous les Forson. moyens possibles, je veux vous dire que 2025, nous allons rentrer au pays. Et avec la joie dans les cœurs. Ça, c'est ce que j'annonce au peuple togolais. Voilà. Merci, soirée, merci monsieur Forson. On souhaite vivement vous recevoir dans une de nos émissions pendant l'année 2025. 2025, je vous promets que je serai là toute l'année. Ça sera un plaisir. Merci de nous avoir appelés. Merci et bisous à tous les panélistes. Merci. Bye. Monsieur Yemi de Souza, la même question sur les sénatoriales pour vous. L'opposition togolaise, face à ces élections, au report des élections, n'est-ce pas une chance, n'est-ce pas une opportunité en 2025 certains d'entre eux sûrement iront aux élections. Qu'en dites-vous, monsieur Yemi de Souza? Vous aimez la provocation, c'est ça? Je ne vous provoque pas, moi je fais que poser des questions, la voix des sans-voix. Ouais, vous avez provoqué le peuple togolais, ça, puisque c'est le peuple togolais qui est l'opposition au Togo. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. C'est incarné par des hommes et des femmes au niveau des structures organisées qu'on appelle les partis politiques, mais l'opposition au Togo, c'est le peuple humain. Donc, est-ce que le peuple togolais s'intéresse à ça? Sauf que il n'y a pas d'intérêt à participer à l'élection en question. Et donc, c'est un non-événement. Je vous ai rappelé que le RPT UNIR n'accordera aucun siège c'est-à-dire à toute autre personne que ses partisans eux-mêmes, quoi. Le Sénat est une structure qui permet de rémunérer en quelque sorte des activistes politiques. Amédée Dia a rappelé que 80% du corps électoral, en quelque sorte, de ceux qui vont désigner sont RPT UNIR, puisque ce sont des RPT UNIR. Comment est-ce qu'ils vont élire des gens qui ne sont pas du RPT UNIR? Ce n'est pas possible. Donc, le Sénat sera 100% RPT UNIR. Donc, participer à cette élection avec l'idée qu'on aura des sièges, c'est pas sérieux, quoi. Mais on peut participer à cette élection en prenant les fonds publics, pour pouvoir se déplacer, aller vers les populations à l'intérieur des terres et les politiser et leur parler des choses concrètes sur comment on fait pour s'en sortir. C'est tout l'intérêt que moi, personnellement, j'ai pour cette élection. En dehors de ça, je n'ai aucun intérêt pour cette élection puisque Fambaré Ouattara avait dit, et beaucoup de Togolais l'ont oublié, que le RPT UNIR va tout prendre. Et c'est ça, nous sommes dans ça aujourd'hui. Maintenant, ils ont tout pris. Et on va tout leur reprendre. Et pour tout leur reprendre, je rappelle, moi personnellement, ma stratégie, ou bien ce en quoi je crois, ma théorie, c'est l'incitation qui assure la sécurité. Et surtout en premier, c'est l'incitation de ces militaires-là à l'écarter et avec le peuple pour qu'on puisse s'asseoir et discuter de l'avenir en commun. Il faut compter sur le fait que les êtres humains que nous sommes, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a tout, quoi. En comptant sur ça, on peut être certain que ceux qui assurent la sécurité du chef, n'étant pas le chef lui-même, ils peuvent effectivement prendre sa place. Surtout, contestent le chef, tiennent le discours en ce sens, c'est-à-dire appelant ceux-là qui assurent la sécurité du chef à écarter le chef, à prendre sa place pour un nouveau départ démocratique. Je suis convaincu que le peuple togolais, l'opposition togolaise, doit apporter son soutien aux militaires de la même manière dont l'opposition togolaise, le peuple togolais apporte aux leaders politiques. Si nous sommes non portés notre soutien à l'institution militaire, à l'armée, en commençant par les fidèles parmi les fidèles, ceux qui sont au niveau du chef de l'État, oui, on peut effectivement obtenir la fin du régime et la chance pour nous de nous asseoir et de discuter de l'avenir en commun. Donc, en conclusion, cette élection est un non-événement
ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va y avoir des financements publics qui peuvent permettre à ce qu'on puisse se déplacer vers l'intérieur du pays, parler au peuple, et politiser le peuple. En dehors de ça, il n'y a aucun autre intérêt. Merci, Monsieur Émile de Souza, d'avoir répondu à cette question. Je voudrais donc terminer cette seconde partie, puisqu'il y a une troisième partie qui se prépare ardemment avec vous. Concernant les propositions, les opposants reprochent souvent à la diaspora d'être absent sur le terrain. Et c'est la question que je posais tout à l'heure à Monsieur Forson qui nous avait appelé. Il y a toujours un intervenant. Bonjour, vous êtes sur Afro Web TV. À qui ai-je l'honneur? Bonjour Afro Web TV. Allez, Bonjour à tous les auditeurs. allez-y pour votre intervention, Monsieur Léandre. Merci. Je voulais juste intervenir par rapport aux élections sénatoriales qui auraient été repoussées selon les informations. Je voudrais tout simplement dire que ces élections, comme beaucoup l'ont dit, d'abord c'est un non-sens, c'est un non-lieu. Mais c'est très important pour former assumer. Pas seulement pour donner l'impression qu'il y a la démocratie au Togo, mais en fait, les élections sénatoriales vont permettre, d'une part, de consacrer la 5e République, mais en même temps, c'est son sauve, comment je vais dire, son sauve-vie, c'est-à-dire que il va lui aussi, selon donc la constitution qui a été imposée aux Togolais, il va lui aussi devenir sénateur à vie. Et sénateur à vie, il est donc, il bénéficiera d'une immunité sénatoriale à vie. Ce qui veut dire quoi? Il se dit que s'il ne pourra pas, s'il n'arrive pas à mourir au pouvoir comme son père, alors en étant sénateur à vie, il ne sera pas poursuivi. Donc en fait, les élections sénatoriales, c'est pour se protéger, se prémunir d'éventuels passages devant un juge. Après tout, cette gestion calamiteuse du Togo, dont il a été le chef d'orchestre. Voyez, donc en fait, les élections sénatoriales, ce n'est pas pour le peuple togolais, ce n'est pas pour les beaux yeux de la communauté internationale, ce n'est pas pour une quelconque démocratie, mais c'est pour lui. Ces élections qui se préparent, c'est pour lui, sa personne, c'est pour se protéger. Voilà pour les raisons pour lesquelles il est en train de forcer à organiser des élections sénatoriales au Togo. Sinon, dans la réalité, on n'a pas besoin de sénateurs au Togo. Je vous invite en 2025 à débattre d'un sujet très important, comme vous venez de le dire vous-même, sur le même plateau avec d'autres panélistes. Merci. Merci à vous, grand frère. Pardon? Si vous permettez, je tiens à préciser que le souverain ne peut pas limiter la justice. Le ne peut dire qu'il organise des élections pour échapper à la justice. Non. On peut remettre ça en cause. La loi, même si la loi dit qu'il est sénateur à vie, il va jouir de l'immunité, on peut remettre ça en cause. Pour preuve, on est en train de voir quelque chose de pareil au Sénégal. Encore un exemple. Mais dans les faits juridiques, il n'y a pas de possibilité de limiter la volonté de quoi. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus aux affaires et que d'autres prennent les affaires, ils peuvent vous remettre des lois en cause et voilà, poursuivre ce qu'ils peuvent poursuivre. Il n'y a pas d'impunité garantie par la loi. Ça n'existe pas. C'est noté, Monsieur Émile de Souza. Alors, merci infiniment d'être avec nous, chers amis téléspectateurs. Dernière question pour faire le tour de table très rapidement sur cette deuxième partie. Les opposants reprochent souvent à la diaspora qu'elle est en déphasage avec la réalité sur le terrain. Ont-ils tort ou raison? À quand votre présence au Togo pour faire la même lutte, continuer la lutte que vous aviez commencé, mouvement pour un Togo nouveau,
pyramide, la diaspora togolaise en Belgique, aux États-Unis. Vous êtes représenté ici sur le même plateau par des leaders. Alors, je commence le tour de table avec M. Thierry Lawson pour 3 minutes. Permettez-moi d'abord de marquer ma divergence sur le plan analytique avec mes co-débatteurs qui pensent qu'il faut participer aux élections sénatoriales d'une certaine manière, bien que ce soit un non-événement. Je pense qu'il faut inscrire notre stratégie dans, je dirais, un horizon indépassable. Vous voyez, en effet, les partis politiques, dans un système, je dirais, légaliste, n'ont que les élections ou les campagnes électorales et également la négociation pour pouvoir et les manifestations pacifiques pour pousser leur agenda dans une lutte politique. Il se fait que dans le cas du Togo, cette méthode ou cette méthodologie a fait l'exercice de ces limites. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il s'agit justement d'inscrire dans un changement de paradigme la lutte politique vers un horizon indépassable. Et fort, bien évidemment, nous a donné la chance en changeant la Constitution, qui fait qu'à partir de février 2005, lui-même n'est plus légitime, bien qu'il a pris le pouvoir par la force, par la violence, par la terreur. Il n'est plus légitime. Il vient d'enlever le tabouret de pouvoir, n'est-ce pas, sur lequel il s'est assis parce qu'il n'y a plus d'élection présidentielle. Alors, toute cette alchimie de manipulation sénatoriale et tout ça se fait dans le cadre de la Ve République. Et donc, quand on n'est pas d'accord, on dit non. Dans ce cas d'espèce, ça passe ou ça casse. Et c'est ça l'appel au peuple togolais dans toute sa diversité. C'est ça l'appel aux militaires pour dire qu'à partir de 2025, étant donné que Faure lui-même s'est sabordé et l'élection présidentielle, il faut justement que l'ensemble du peuple togolais reprenne le pouvoir de la souveraineté, de la dignité, pour créer le cadre de relance et de reconstruction du pays. Et donc, il n'y a pas question à faire quoi que ce soit sous cette Ve République ou participer à cette alchimie de Faure. Il faut plutôt fixer la ligne rouge et mobiliser le peuple togolais pour que ça passe ou ça casse. Cette fois-ci, Faure Gnassingbé ne pourra plus réussir. Rappelez-vous que son accession au pouvoir a été une négociation. À la mort de Yadema, pour permettre, n'est-ce pas, une forme de transition, on a dû l'imposer. Et il y a eu des acteurs qui l'ont fait. Il y a le président nigérian Olusegun Obasanjo, il y a eu la CEDEAO, il y a eu la France, Jacques Chirac, qui l'ont imposé pour une forme de transition. Il a fait finalement 20 ans. Et on a vu le bilan chaotique et son incapacité à gouverner le Togo, à réconcilier les Togolais. Il a changé la Constitution, donc il s'est lui-même s'aborder. Et maintenant, la ligne rouge, le dépassement d'horizon est fixé. Il faut que ça change au Togo. Je crois que c'est ça qui va être le leitmotiv, le mantra, le modus, n'est-ce pas, vivendi, pour arriver à ce pronunciamento qui fait que, fondamentalement, le Togo retrouve la liberté, la dignité, la souveraineté perdue depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Donc, toutes les arguties, toutes les petites, je dirais, les petites stratégies, il faut absolument comprendre que ça n'a plus de droit de cité, n'est-ce pas, sur la terre de nos aïeux en 2025. Et c'est ce que d'autres peuples ont fait, que ce soit au Burkina. Quand ils ont fixé à Blaise Compaoré, le peuple burkinabé s'est mobilisé, ils ont fixé une ligne rouge à Blaise Compaoré, ça a précipité sa chute. On l'a vu en Tunisie et on l'a vu aujourd'hui en Syrie, même si ça s'est passé par, n'est-ce pas, les armes. Et donc, s'il faut construire, revoir notre stratégie et construire un rapport de force et qui puisse justement arriver au départ de Faure Gnassingbé, il faut donc construire ce rapport de force et ça passe justement par la question militaire avec une discussion franche avec l'armée togolaise et créer, n'est-ce pas, ce rapport de force nécessaire à pouvoir arriver à cette rupture avec ce régime
de Gnassingbé, ce régime militaro-monarchique 69. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut fixer le cap, il faut clairement définir la vision, les objectifs, les hommes pour porter le combat, la méthode et la méthodologie, et mobiliser le peuple togolais à atteindre ces objectifs en tirant toutes les leçons des échecs du passé. C'est de ça qu'il s'agit, de mon point de vue. Et donc, la question sénatoriale doit être une question classée et plutôt mobiliser les peuples à aller vers la rupture. Et cette rupture passe par la pensée rebelle, fondamentalement, pour dire à Faure Gnassingbé, vous avez fait 20 ans, vous avez promis que vous devez, à la suite de votre paix, créer les conditions de paix. On vous a proposé l'APG, vous n'avez pas pu créer les conditions de réconciliation de paix du Togo. Le moment est venu de partir. Voilà, c'est ce seul mot d'ordre qu'il faut avoir à la bouche et mobiliser la diaspora, les Togolais, les partis politiques, toutes les forces vives du pays à ce seul objectif qui est pyramidal et que nous pensons être la résistance citoyenne pyramidale avec le départ de Faure Gnassingbé de son régime. Monsieur Tshero Lawson a décidé de ne pas répondre à mes questions aujourd'hui. Et elle a pour mobiliser le peuple togolais. La question, vous avez posé la question sur la diaspora, n'est-ce pas? Exact, puisque l'émission concerne aussi la diaspora et je voudrais faire très rapidement le lien. Oui, non, mais le prononciamento que je viens d'évoquer est un aggiornamento, en fait, c'est-à-dire un changement de doctrine, de la doxa. Et cette doxa-là pose fondamentalement les éléments stratégiques de la lutte qu'on ne peut pas tout exposer, mais toujours est-il que la diaspora, c'est une répartition de rôle. La diaspora doit être consciente dans ce plan de lutte globale, le rôle qu'elle doit jouer et qu'elle a joué de par le passé. Et donc cette remobilisation sur le plan lobbyiste, sur le plan remobilisation des ressources pour soutenir le peuple togolais sur le terrain. La question de notre présence sur le terrain, je dois quand même te rappeler que c'est pas la diaspora qui nous a amené à nous engager sur le plan politique. Nous avons commencé le combat sur le terrain. J'ai été leader étudiant, j'ai mené la lutte sur le terrain, j'ai eu à rencontrer, il y a débat à plus de 3 reprises. Dans cette lutte-là, on m'a jeté en prison, j'ai passé par tous les étapes. Monsieur Lawson, mais on connaît votre histoire, mais à quand votre présence au Togo pour continuer, pour finir cette lutte que vous faites beaucoup à la diaspora? C'est ça en fait la question que beaucoup se posent aujourd'hui. C'est en une minute, répondez-moi. C'est la répartition de rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire c'est moi ou moi. Il faut répartir le rôle et il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est le départ de Faure Gnassingbé en 2025. Maintenant, quelles sont les forces en présence? Vous voyez? Et répartir le rôle. Si on pense que Tshero Lawson est la personne qui doit prendre la tête de cette révolution au Togo, eh bien, je serai là pour pouvoir assumer, n'est-ce pas, cette révolution. Mais je pense que... Mais par contre, selon mes sondages, selon mes enquêtes, vous soutenez des partis politiques au Togo. Quel est le parti politique que vous soutenez visiblement ou concrètement au Togo en matière dans l'opposition togolaise? Ben, la question de parti politique amène à la question... Non, répondez, monsieur Lawson. Amène à la question idéologique. Et donc, amène fondamentalement... Donc, je vais vous donner le cadre et vous comprendrez alors d'où je viens. La question de parti politique, pour moi, ce n'est pas une question anodine. C'est d'abord une question idéologique. Et cette question idéologique, je suis nationaliste. Et donc, je porte en moi, en tout cas, je veux être le porte-flambeau de ce combat initié par les pères de l'indépendance et qui pose fondamentalement la question de la souveraineté du Togo et la capacité de Togo à disposer les éléments de puissance. Vous voyez, et c'est ce qui m'amène justement à porter le combat panafricain également, parce que ce qui se passe au Togo est, je dirais, une forme miniaturisée de la complexité de la problématique impérialiste et néocolonialiste sur le plan continental de toute l'Afrique. Et donc, on ne peut, quand tu es panafricain, quand tu es souverainiste, c'est-à-dire tu portes le combat nationaliste et donc contre le franc CFA, contre la présence des bases militaires, contre l'imposition de ce système dictatorial de la France au Togo, on ne peut que être dans la logique du parti
du parti porté par le père de l'indépendance et continuer son combat. Alors, vous voyez là où moi je me situe. Est-ce que c'est l'UFC ou c'est l'ANC? L'ANC ou l'UFC? Dites-nous. Ben, vous comprendrez alors que l'UFC a été, je dirais, à partir de 90, ce parti, ce regroupement de partis qui a repris le flambeau d'une certaine manière. Mais il y a eu un quiproquo, il y a eu un hiatus qu'on n'a pas compris, qui est la paix des braves que Gilchrist Olivio a signé avec ce régime et que le peuple togolais n'a pas validé. Vous avez parlé de réconciliation. Monsieur Tcherelo Lawson Nyamansadi, on va revenir en dernière partie sur la réconciliation dont vous avez parlé aussi. Alors, monsieur Amedodi, dites-nous, l'opposition... Aujourd'hui, c'est un certain nombre de partis qui portent, notamment l'ANC, qui portent ce flambeau, n'est-ce pas, du nationalisme, de la souveraineté et aussi de la libération du peuple togolais. Donc on comprend que M. Tcherelo Lawson Nyamansadi Late est désormais un soutien formidable pour l'Alliance nationale pour le changement. J'ai compris, M. Lawson. Je vous ai muté. Monsieur Lawson, vous êtes muté. Alors, Monsieur Lawson, personne ne vous écoute pour le moment. Alors, Monsieur Medodi, dites-nous concrètement, l'opposition vous dit que vous êtes absent sur le terrain. Ont-ils tort ou raison? J'avais craint à un moment que mon ami Tcherelo ne réponde à la question. Je crois que ce que beaucoup de Togolais pourraient reprocher effectivement à la diaspora, c'est sa propension, en tout cas sa capacité extraordinaire à parler la langue du bois. C'est-à-dire à ne jamais dire réellement ce qu'il pense. Soutenir un parti politique, c'est un droit, mon ami Alphonse. Et je crois que le courage et la sincérité voudraient qu'on puisse le dire. Notre ami Yemi de Souza l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on soutient un parti, on peut le dire. Sinon, c'est comme... on le dit, allumer le feu et le cacher. Et moi, ce que je pense par rapport à ce qui nous est reproché au Togo, aussi bien par une partie de l'opposition que le régime, c'est de rester à la diaspora pour se battre. J'aimerais rappeler d'abord que beaucoup de leaders d'opposition c'est pas nous qui l'avons inventé au Togo. Lorsqu'on est contraint de partir de son pays et qu'on a toujours la fibre patriotique en soi, on continue son engagement pour libérer son pays. Maintenant, lorsqu'on nous lance le défi de rentrer et que derrière ce défi se cache la volonté de nous embrigader, de nous empêcher de parler comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Mon ami Moïse, vous l'avez vous-même dit à l'entame de cette discussion. Combien sont-ils au Togo qui pourraient parler avec la liberté que nous octroyons actuellement? Sans craindre que le lendemain ou bien la fin de l'émission, cette personne ne soit appréhendée et jetée en prison. Nous avons cité tout à l'heure le cas de notre ami, toujours dans les geôles, après 3 ans de garde à vue, soit dit en passant, de Jean-Paul Omolou. Est-ce que le devoir du héros n'est pas de préserver sa liberté, n'est pas de préserver sa vie pour continuer son combat? Donc, tant que les menaces sur notre liberté, sur notre intégrité physique seront pesantes au Togo, nous continuerons le combat depuis l'extérieur, pays qui nous a accueillis et qui, heureusement, nous permet de continuer ce combat qui est noble et juste. Nous n'avons rien volé, nous n'avons commis aucun crime dans notre pays d'origine. Il mérite que nous soyons cueillis à l'aéroport et jetés en prison. J'en veux pour preuve
le cas de la veuve du feu Agba Bertin, qui est de son petit frère, qui croupissent en prison pour le seul fait de porter le nom ou d'avoir un lien de parenté avec un opposant du régime au Togo. Dans ces conditions-là, qui peut nous reprocher de mener notre combat depuis nos lieux d'exil? Personne. Si ce n'est, allez, je dis du cynisme ou de la cruauté. Nous, depuis notre lieu d'exil, en tout cas en ce qui me concerne, je continuerai à mener le combat citoyen qui est le mien dans l'intérêt général des Togolais. Je ne veux pas de nomination politique. Je continue un combat pour que le Togolais lambda, d'où qu'il est, de quel parti, même du parti UNIR, puisse jouir des fruits, puisse jouir des ressources naturelles ou en tout cas du bien commun qu'est le Togo, que nos pères nous ont donné en héritage. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci Monsieur Amedodi. Monsieur Yemi de Souza, vous savez déjà la même question pour vous. Okay. Moi, personnellement, je pense que très souvent, ces questions sont envoyées aux membres de la diaspora qui font de la critique pour critiquer, quoi. Ceux qui sont là, qui participent à cette campagne du régime qui consiste à démobiliser. Personne n'a envoyé des questions. C'est la rédaction d'Afro Web TV qui vous propose ces questions. Hein. Personne n'a envoyé des questions. Et des fois, on tire des questions dans nos émissions dans lesquelles on vous a déjà reçu. Oui, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à la question pourquoi les gens disent aux gens de la diaspora de venir sur le terrain, à mener la lutte. C'est parce que ceux à qui on dit ça de la diaspora, très souvent, ils participent à des campagnes de dénigrement, des campagnes de calomnie, de la médisance à l'endroit des leaders politiques sur le terrain. Et les partisans de ces leaders-là, les coincent aussi sur les réseaux sociaux en leur disant, mais rentrez, venez sur le terrain, on vous attend sur le terrain. Parce que moi, personnellement, on ne me dit pas ça. Voilà, on ne me le dit pas. Et je ne vous cache pas, je suis très proche de l'ANC. Je ne suis pas membre de l'ANC, je suis proche de l'ANC parce que c'est le parti souverainiste que je vois. Et c'est ce parti souverainiste que je soutiens. Comme je vous ai dit, au Togo, il n'y a que deux camps. Il y a le camp des partisans, il y a le camp des opposants. Nous voulons redevenir libres. Nous sommes du camp de ceux qui disent que nous voulons redevenir libres. Nous ne voulons pas appartenir. D'ailleurs, j'ai entendu, par exemple, monsieur Amedodi qui pense qu'il y a une communauté internationale à qui il faut faire confiance. Il y a des gens. Non, moi, je crois seulement au peuple togolais et à son armée. Voilà. Et en dehors du Togo, de tout ce qu'on a au Togo, l'armée, le peuple, je ne crois à rien. Je ne compte que sur le peuple et l'armée. Il est vrai que dans mon propre camp, dans le camp des souverainistes et surtout au niveau des leaders de l'ANC, il y en a aussi qui pensent que c'est une certaine communauté internationale qui peut faire des choses. Et ça, je ne suis pas d'accord avec eux, je dénonce. Mais encore une fois, ceux à qui on dit souvent, venez sur le terrain, menez la lutte, c'est ceux-là justement qui participent à des campagnes de dénigrement, des campagnes de calomnie, de mauvaise foi, organisées par le régime en place. Hein, parce que ça a été quand même une arme qui a permis au régime de démobiliser le peuple en quelque sorte. Quand on avait créé cette histoire de MK, de MP ou bien, ouais, Podro, de MK, de MP, je sais pas, ok, j'ai oublié de MP, de MK, dans tous les cas, quand on a créé ça, dynamique Monseigneur Podro, de MK, quand on avait créé ça, et la suite de tout ça, ça a créé des conflits, on a organisé ça sur les réseaux sociaux. On a organisé ça, on a amené des individus qu'on ne connaît même pas, on les a amenés, et voilà, une partie de la diaspora s'est mêlée dans ça, et aujourd'hui, le résultat est devant nous. Le peuple, vraiment, non seulement, il a subi la violence, qui fait que, comme on dit toujours, aucune certitude de la foi n'empêche d'avoir la mort en erreur, les gens ont peur pour leur vie, en dehors de ça, de cette violence que le peuple a subie, et qui fait que le peuple n'arrive pas à se mobiliser. Il y a aussi cette campagne de dénigrement des leaders politiques dans le but de servir l'intérêt du régime. C'est ça qui est la vérité, c'est à ça je crois.
C'est l'avis donc de notre invité, monsieur. C'est la raison pour laquelle on demande à ces personnes-là de venir sur le terrain, mener la lutte. Si c'est facile, ils n'ont qu'à venir sur le terrain faire voir. Parce que mener la lutte, bon, force est de constater de la même façon que beaucoup partent en ce moment. Hein, et vous n'êtes pas les seuls à faire la diaspora. Merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Nous avons encore quelques minutes à partager ensemble. Nous allons vous permettre de vous ressourcer pendant 30 secondes. On revient juste après. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine.